Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée. On repart les amis, et donc débat autour de ce que peut faire l'entrepreneur en politique. Denis, donc les Républicains, alors à un moment même en fait, je ne comprenais pas, c'est-à-dire que tu n'étais même plus cité. Oui. C'était ahurissant, tu n'existais plus. Absolument. Mais oui, mais quelle image! Ils t'ont éjecté, Denis. Oui, mais Stéphane, c'est pas grave. C'est pas grave dans le sens où... Attends, je finis juste. Tu as eu une phrase qui m'a marqué. Tu as dit la performance, je sais ce que c'est. J'ai fait ça toute ma vie. Bon. Sauf que là, tu te retrouves, sorti, éjecté, on n'en parle plus. Oui, alors sauf que je suis revenu quand même, je me suis battu. Ah, mais c'est un truc de dingue. Mais Stéphane, et oui, effectivement, c'est ça qui s'est passé. Moi, j'ai essayé de rencontrer Christian Jacob dès début août à travers deux personnes qui le connaissent très bien, dont un des dirigeants des Républicains qui me disait c'est formidable que vous impliquiez dans la primaire, ça va valoriser notre primaire. Donc on voit bien que c'était pas un sentiment quand même partagé par tout le monde que de dire qu'il voulait pas de moi. Et puis Jacob, j'ai fini par le rencontrer que le 29 septembre en tête-à-tête. Donc j'ai mis 2 mois à le rencontrer. Entre-temps, je m'étais effectivement annoncé le 29 août, j'avais annoncé ma candidature le 29 août, et effectivement, il n'a pas repris, il m'a ignoré, il a fait comme si j'existais pas. Mais les journaux aussi, c'était dingue. Les journaux aussi, parce que les journaux, finalement, ils voyaient que Jacob considérait que ma candidature n'était pas recevable, donc les journaux, ils n'en parlaient pas non plus. Ouais. Et donc, il y a un journaliste auquel je rends hommage, qui s'appelle Julien Nény, de France Info d'ailleurs, du service public, qui a fait son travail à un moment donné, qui a interpellé Jacob, qui lui a dit, mais exactement ce que vous dites, mais comment ça se fait que vous ne parlez pas de Denis Père? Il est candidat là, il s'est déclaré, pourquoi vous ne parlez pas de lui? Et donc Jacob et son entourage ont dit, mais en fait, oui, mais c'est parce qu'il n'est pas adhérent. Alors, sauf que le fait d'être adhérent était, d'abord j'étais adhérent depuis le 27 aute, pas depuis très longtemps, mais j'étais adhérent depuis le 27 août, et puis le fait d'être... que vous aviez Bertrand. Exactement. Et le fait d'être adhérent n'était pas un critère, puisque ni Bertrand ni Pécresse n'étaient adhérents. Donc on voit bien que ça n'avait pas beaucoup de sens. Et donc ils ont fini d'ailleurs sous la pression d'ailleurs à la fois des médias, mais aussi en interne, parce qu'il y avait beaucoup de gens en interne quand même qui étaient choqués. Et je pense par exemple que Valérie Pécresse l'était, elle me l'a jamais dit comme ça, mais en tout cas elle a toujours été très bienveillante évidemment. Et d'autres, Juvin aussi était très bienveillant. Donc il y avait pas, le sentiment n'était pas partagé. Et donc à un moment donné, il a fini par céder. Mais donc j'ai pu effectivement rentrer dans la primaire qui était devenue un congrès que le 13 octobre, après m'être annoncé le 29 août. Donc je n'ai fait que 2 semaines de campagne. Et alors c'est là que j'étais déçu, parce que moi je voulais faire au moins 8 semaines de campagne pour faire de la pédagogie, faire passer tous les messages que j'ai commencé à évoquer, surtout la réforme de l'État qui me paraît essentielle. Mais je n'ai fait que 2 semaines de campagne. Et pendant ces 2 semaines en plus, j'ai eu la chance d'avoir des messages très bienveillants d'un certain nombre de cadres LR, c'est comme ça que la presse les mentionnait, qui disaient, c'était repris dans le Parisien, sur le site de France Info, il n'a strictement aucune chance d'avoir ses parrainages. Et donc il y avait pas mal de journalistes qui disaient, attendez, j'ai compris que vous avez strictement aucune chance d'avoir vos parrainages. Ils ont organisé le fait que tu n'aies pas les parrainages, Denis. Je ne vais pas aller jusque-là, Stéphane. Je ne sais pas si je les aurais eus avec 8 semaines de campagne. Je pense que j'avais beaucoup plus de chance, parce que les 2 semaines que j'ai pu faire, j'ai collecté 37 parrainages et la courbe est partie à toute vitesse. Je suis même intervenu au Sénat, dont des sénateurs, il y en a un qui s'est levé à un moment donné, un sénateur de la Haute-Loire, qui a dit, mais on n'a pas vu encore tous les candidats, mais vous êtes de loin le meilleur. Enfin bon, donc j'avais un enthousiasme qui était phénoménal de la part de beaucoup de gens au sein des Républicains. J'ai fait une intervention au siège des Républicains à Vaugirard. J'avais 150 personnes qui étaient là. J'étais ovationné 5 fois. J'ai des jeunes à la fin qui sont venus me voir en disant, je veux créer avec Denis Père, le mouvement des jeunes avec Denis Père. Donc on avait une dynamique qui était en train de se créer, qui était phénoménale. Mais en 2 semaines, réunir 250 parrainages, c'est juste invraisemblable. C'est pas possible. Il y a aussi une chose, c'est... On parlait tout à l'heure de la présidentielle de 2017, avec 2 partis nouveaux qui tout d'un coup arrivent dans les 4 premiers. Ça fait 5 ans que Christian Jacob aurait pu travailler sur les idées et identifier des hommes différents, Denis ou d'autres. Et on se retrouve à 3 mois de 4 décembre, 6 mois de la présidentielle, avec des gens qui sont là depuis 25 ans. Et donc je trouve qu'il y a une responsabilité absolument énorme. Alors je ne sais pas si on peut dire des cadres du parti, parce que les hommes politiques, Valérie Pécresse est très ouverte, enfin voilà. Il y a une responsabilité des cadres du parti, d'un immobilisme. Alors, je ne sais pas si c'est une question de financement, si c'est une question de position. On m'a même dit un jour, mais vous savez, madame,
pour être ministre, il faut avoir collé des affiches à 25 ans. Ouais. Et ça, c'est quelque Il faut chose faire un parcours. Il faut faire un parcours, comme si on faisait carrière en politique. Ouais, Non, on ne fait pas carrière en politique. On s'investit en politique parce qu'on a une mission et qu'à un moment donné, on veut rentrer dans le débat politique. Et donc tout ça, ça sclérose le monde politique. C'est une grande responsabilité des cadres des différents partis, mais c'est vrai du côté LR, mais c'est vrai du côté PS. Regardez le niveau du PS aujourd'hui. C'est pas normal. Bon. Tu veux dire quelque chose là-dessus, Oui, enfin, Sylvain? tout ça n'a plus rien à voir avec l'entrepreneur finalement. Si, on est en train si. non, on est en train de faire une critique des partis politiques que Oui, mais c'est pour ça qu'ils estiment qu'il faut rentrer dans le système. Mais aujourd'hui, pour je le suis renouveler désolé. de l'intérieur. Oui, mais aujourd'hui, regardez tous les ministres, il y en a beaucoup qui n'ont jamais collé d'affiche de leur vie. Olivia Grégoire, elle était Macron a avocate. participé à renouveler Blanquer, le je pense pas qu'il ait collé personnel d'affiche dans sa vie. Et ils sont nombreux. Adrien Taquet, enfin, il y a des tas de gens qui n'étaient pas des militants de base, d'autant plus qu'ils sortaient pas d'un parti puisqu'il n'y avait pas de parti. C'est En Marche. Oui, mais ça c'est En Marche. Par définition, ils ne pouvaient pas. Oui, mais ils sont pas tous en marche. Bruno Le Maire, il n'était pas en marche. Alors peut-être que Bruno Le Maire a collé déjà plus jeune. Oui. Mais il y a eu un changement déjà. Oui, 2017 a été un vrai changement. Attendez, pas tous ensemble. Vas-y. Ce changement, effectivement, on a intégré des entrepreneurs à la réflexion des politiques. À mon avis, à ma connaissance, c'est la première fois que ça se faisait officiellement. On avait une mission. On a travaillé pendant 6 ou 8 mois là-dessus. On avait une vraie mission et ça a été très utile. Et ce qui est important, c'est qu'on a continué à avoir des rapports avec les ministres qu'on avait côtoyés. Que moi, j'ai revu Olivia Grégoire régulièrement. Elle est sur les problématiques de RSE aujourd'hui qui m'intéressent beaucoup. Donc, on a toujours des dialogues. On peut leur proposer des choses aujourd'hui. Et moi, j'ai cette possibilité, j'ai cette écoute finalement des entourages des ministres, des cabinets, des conseillers et autres, qui sont à la recherche des chefs d'entreprise. Et je pense qu'en leur parlant, en leur expliquant ce qu'on veut, ils comprennent parfaitement. Et c'est après à eux de faire le boulot. Et moi, en tant qu'entrepreneur, je ne suis pas capable de parler à l'administration, mais les conseillers et les cabinets savent le faire. Hier, Erwan Tison, directeur des études de l'Institut Sapiens, m'a apporté des chiffres sidérants sur les think tanks en France. Et pourquoi est-ce que, Isabelle, ce que tu viens de dire, en fait, la France s'est arrêtée de penser, s'est arrêtée de réfléchir. Le budget moyen d'un think tank en France, même les plus prestigieux, Montaigne, Institut de l'entreprise et tout, 150 000, 200 000 euros. L'équivalent en Allemagne, on ne parle même pas des fondations aux États-Unis, 50 millions d'euros. Non mais tu te rends compte du truc, Denis. Est-ce que ça, c'est pas une aventure entrepreneuriale qui te donnerait pour le coup, enfin, tu vois, tu réapprendrais au parti à penser, Stéphane, si tu montais un tel truc. J'ai monté un think tank, j'ai monté Croissance Plus, qui est le think tank qui a été le think tank de la croissance pendant 25 ans. Donc je connais parfaitement ces métiers-là et qui a un budget bien supérieur à ça, Et depuis, j'ai vu émerger d'autres think tanks. Moi, j'ai pas du tout un regard. Alors, je vais être un peu sévère, mais qu'est-ce qu'ils produisent là, Croissance Plus? Ça continue à produire? Bien sûr, ça continue à produire. Il y a un programme qui est très clair pour la présidentielle, dont je me suis inspiré en partie pour toute la partie innovation. Donc, bien sûr qu'ils produisent. Donc, non, la France s'est pas arrêtée de penser. D'ailleurs, moi, j'ai un regard qui est différent. Denis, je vais être très franc. Il se trouve qu'il est venu là, j'ai oublié son nom, pardon, le nouveau président de Croissance Plus. Oui, Thibault Bechtoil. Oui. Mais rien. Convaincu, mais je sais pas. Mais surtout, mais rien de neuf, rien. J'ai pas eu le même. Tu vois, l'équivalent du slogan de Macron, l'un des slogans de Macron qui. Alors, ok, ça n'a rien donné. N'empêche, c'est des trucs qui tout à coup sortent. Chaque euro cotisé donnera droit au même droit. Là, tout à coup, t'as un truc neuf. Thibault, il ne fait pas de la politique. Il fait pas de la politique. Thibault, il explique simplement ce que sont les problèmes de façon pragmatique, comme le fait un entrepreneur. Il n'est pas à développer les slogans. Moi, je ne suis pas d'accord avec Erwan Tison. Moi, j'ai une vision différente. Je pense qu'au contraire, la France a plus que jamais des think tanks, comme jamais elle en a eu. C'est pas suffisant, c'est des petits budgets, mais on n'en a jamais eu autant. Moi, quand j'ai préparé ma campagne, là, parce qu'effectivement, j'ai dû sortir un programme, vas-y. En 2 mois à peine, j'avais profusion d'offres par rapport à ce qu'on a connu nous en 2012, 2013, 2014. J'avais beaucoup plus de gens qui faisaient des offres. J'avais des Molinari, j'avais des Thomas More, j'avais l'IFRAP, j'avais effectivement tous les autres, Montaigne. Je trouve qu'il y a au contraire beaucoup plus aujourd'hui par rapport à 2013-2014 de production intellectuelle et de production d'idées. Le problème, c'est que les politiques s'en contrefichent. Les politiques ne les écoutent pas, ne les reprennent pas. C'est ça le problème, Stéphane. Et donc moi, je suis passé à l'étape d'après. J'ai été think tank pendant 25 ans, pendant 20 ans. Je suis passé à l'étape d'après. Je suis rentré dans le jeu pour les déstabiliser et j'ai réussi. En 2017, on a eu une vraie présidentielle avec des vrais débats. On n'avait pas un débat sur le coût du permis de conduire. On a eu un parti nouveau même qui s'est créé. Effectivement, j'étais enchanté de le voir émerger. Je trouve qu'il n'a pas fait assez de choses derrière. Je trouve en particulier que les gens de la société civile qui a fait rentrer Macron, je trouve qu'il n'a pas su en tirer parti. Alors, je voulais vous en parler. Par exemple, moi j'ai même
J'avais soutenu Fillon à la présidentielle. Quand il est parti, quand il a disparu, pour les raisons qu'on connaît, j'ai décidé de soutenir Macron. Et aux législatives, j'étais installé à Boston à ce moment-là, et j'étais approché par une équipe En Marche, qui m'a dit, Denis, est-ce que tu veux pas soutenir le candidat En Marche, candidat député En Marche, Amérique du Nord, qui s'appelle Roland Lescure. J'ai regardé le contexte, et j'ai vu qu'en face de lui, il y avait un candidat des Républicains, qui était un ancien ministre, et qui disait « Moi, je connais mieux Macron que le candidat En Marche ». Je me suis dit « Attendez, vous êtes candidat républicain, il se défend comme connaissant mieux Macron. » Mais comment il s'appelait d'ailleurs? On le connaît comme Frédéric le Loup Blanc. Lefebvre. Mais voilà, Frédéric Lefebvre. Et donc, je me suis dit, bon, je préfère l'original à la copie. Et donc, j'ai décidé de soutenir le candidat de Macron parce que c'était quelqu'un de la société civile, c'était ce qu'on avait recommandé avec nous citoyens, c'était exactement ce qu'on cherchait. C'était un type, c'est quelqu'un, Roland Lescure, qui a été le responsable de la stratégie d'investissement de la Caisse des dépôts du Québec pendant des années, donc qui est sorti de France, qui a eu des responsabilités élevées dans une institution financière au Québec. C'était exactement ce qu'on pensait nécessaire pour aider à renouveler effectivement la classe politique et les idées. Et donc, j'ai soutenu Roland Lescure. Et il a été élu avec 90% du suffrage. Je ne dis pas que c'est grâce à moi, mais il a été élu. Et derrière Roland Lescure, il a fait une carrière. C'est bien, il est président de la commission économique à l'Assemblée. Il dirige la commission économique à l'Assemblée. Ce qui est bien. Mais Roland Lescure, moi, je l'aurais vu ministre tout de suite. Compte tenu de son parcours, compte tenu de son expertise, il aurait fait beaucoup plus de choses au plan économique. Je pense qu'il aurait beaucoup moins que tous les autres, et en particulier dans la sphère économique. Il connaît l'entreprise. J'aime beaucoup. Mais pour le coup, il a été très efficace. Vas-y. Parce que Roland Lescure, justement, il a travaillé avec nous sur la loi Pacte, et c'est lui qui était à la manœuvre derrière Bruno Le Maire, et c'est lui qui suivait tous les députés qui travaillaient avec nous, et donc Roland il était là à toutes les réunions. Tout à fait. Et c'est lui qui a été un des artisans de la loi Pacte. Mais c'est son job. Mais la loi Pacte, il l'a fait mieux que s'il avait été ministre. Sylvain, la loi Pacte, c'est très bien, mais la loi Pacte, c'est pas le truc qui va réformer le pays. Excusez-moi. Le pays aujourd'hui, on est le pays le plus désindustrialisé d'Europe. C'est gravissime, à 11 points de PIB, aussi bas que la Grèce. On détruit des emplois industriels encore à toute vitesse partout en France. Et les gars, réveillez-vous. C'est vachement grave ce qui se passe aujourd'hui. Or, ça, on n'a pas travaillé dessus. On n'a pas travaillé dessus, Stéphane. Mais bien sûr que si, tu vas me dire impôt de production. Ouais, ben voilà. Mais il faut les baisser de 30 et il faut pas le faire en endettant nos enfants. Non, mais après... Il faut pas le faire en endettant nos enfants, Stéphane. Il faut le faire en travaillant sur les structures administratives centrales qui sont pléthoriques, qui coûtent une fortune et qui sont pas productives. Tu vas nous mettre dans une situation où on va être obligé de défendre le bilan. Moi, je m'en fous complètement. Non, mais je m'en fous complètement. Mais non, mais tu peux pas balayer d'un revers de main l'ensemble des réformes pénicaux. Tu peux pas balayer d'un revers de main la réforme de la formation. Tu peux pas balayer d'un revers de main tout ce qui est fait justement sur la façon dont la réindustrialisation aujourd'hui est en train de percoler dans tout le pays. Absolument pas. Enfin, excuse-moi. Aujourd'hui, le sujet. Mais bon Dieu. Mais oui, mais là, tu fais de la politique, Denis. En fait, là, tu fais de la politique, tu vois. La baisse d'impôts de production, et je le dis en tant qu'entrepreneur, chef d'entreprise, proche aujourd'hui à travers mon métier d'industriels français que je croise tous les jours et qui n'arrivent pas à être compétitifs par rapport évidemment, à nos voisins. Évidemment, mais on est tout à fait d'accord. Mais on est tout à fait d'accord avec ça. Mais enfin, la baisse des impôts de production, elle a commencé. C'est bien le premier gouvernement à avoir baissé de 10 milliards. Mais c'est pas suffisant. Et en plus, on le fait sans baisser la dépense. Du réel, on le fait en mettant de la dette sur la tête de nos enfants, Stéphane. Oui, on va aller sur notre tête aussi. Mais en fait, Denis, cette baisse des impôts de production, elle est très importante. Parce que moi, j'avais proposé ça au tout début du pacte à Bruno Le Maire. J'avais dit il faut qu'on baisse les impôts de production parce qu'en fait, c'est ça. On engage un marathon avec un sac de 50 kilos sur le dos. C'est pas possible. On a 60 milliards. On avait à l'époque 60 milliards d'impôts de production en plus que les Allemands. C'était absolument insupportable. Donc à l'époque, ils m'avaient dit on peut pas le faire tout de suite, mais on va le faire dans 2 ans. Et ils l'ont fait 2 ans plus tard. Et cette baisse des impôts de production, pourquoi elle est importante? Parce qu'elle a montré finalement que sans ce poids d'impôts de production, les entreprises investissaient plus, les entreprises recrutaient plus, et que la baisse du chômage et la reprise de l'investissement, c'est aussi dû à ces 10 milliards qui pèsent plus sur nous. Et je pense que ça va inciter les candidats, et particulièrement Emmanuel Macron, à proposer une baisse supplémentaire des impôts de production dans le prochain quinquennat. Parce que ça, on sait que ça marche, on voit que ça fonctionne. Oui, on sait que ça marche. J'espère avec une vraie baisse de la dépense publique, parce qu'aujourd'hui, on ne le fait pas comme ça. Aujourd'hui, on rajoute des impôts. Denis, on est au cœur du truc. On est au cœur du truc. Une fois que tu dis, parce que c'est le choc du réel à un moment. Le choc du réel. C'est le choc du réel. Mais enfin, bon Dieu, tu vois ce qu'on a traversé. Tu vois, mais on vient tous de la vraie vie. Tu vois ce qu'on a traversé sur les 5 dernières années. Donc, à un moment, on a traversé, on a eu la pandémie pendant 2 ans. En termes de choc de réforme.
Mais on a rien eu. Pourquoi, mais tu ne peux pourquoi rien. on a eu les gilets jaunes? Pourquoi on a eu les Non, gilets jaunes mais avant les gilets jaunes, Parce réforme qu'on des a retraites. rajouté- Réforme des retraites, par exemple. Mais la réforme Tu des vois retraites, bien mais la réforme des retraites, la elle était d'une difficulté. complexité. Tu vois bien la difficulté à Bien faire sûr, bouger c'est le compliqué. pays. Donc Bien voilà, sûr, c'est c'est ça le compliqué. sujet. Je Tu dis pas le comprends contraire. ton volontarisme. En fait, moi, là où le sujet me passionne, c'est que ton volontarisme d'entrepreneur, si un jour, évidemment que tout cela, nous voterons pour toi. Si un jour tu te retrouves, mais tu te prendras le même choc du réel. Non, mais Stéphane, évidemment. Mais si on n'est pas plus ambitieux, la démarche homéopathique qu'on a aujourd'hui, elle n'est pas du tout à la hauteur des enjeux. Et il faut commencer par faire un travail de pédagogie. Ce que j'ai essayé de faire moi dans ce débat-là, de court, mais qui a été quand même très intense, j'ai essayé de faire la pédagogie, d'expliquer la gravité de la situation. Ce que je viens de vous dire, 11 points de PIB de niveau d'industrie en France, le même niveau que la Grèce. C'est un scandale. On est le pays qui a co-inventé l'aviation. On a co-inventé l'automobile. On est passé en termes de commerce extérieur derrière l'Italie. Oui, on est Voilà, à sur les non, mais derniers Stéphane, on est à 82 milliards de déficit quand l'Italie est à 63 milliards d'excédent. La Belgique est à 21 milliards d'excédent. Effectivement, si on avait le même excédent de la Belgique, on serait à 120 milliards d'excédent et pas à 83 milliards de déficit. C'est gravissime. C'est gravissime ce qui se passe. Ça Et c'est gravissime pour les classes populaires. Tu peux pas sauter sur ta chaise en disant c'est gravissime. Et en face dire je vais baisser les impôts de production. C'est pas la solution. Certainement pas. Elle est beaucoup plus vaste et beaucoup plus large. Parce que j'explique comment. Voilà. Parce que va voir mon site internet denisper.fr. J'ai tout expliqué sur mon site. Mais non, mais il y a l'ensemble de la responsabilité des industriels qui eux-mêmes n'ont pas bougé pendant des années. Enfin bref, c'est un problème beaucoup plus large et beaucoup plus vaste. Mais sûrement. C'est pas 20 milliards de baisse d'impôts de production qui t'expliquent. Comme l'a dit Sylvain, on a fait 10 milliards, on a tout de suite vu l'impact. Donc je suis d'accord avec cette il est analyse. partout sur tout l'investissement. Voilà. On a tout de suite vu l'impact. Bon, donc moi, je suis allé faire de la pédagogie, expliquer ce qu'il fallait faire et comment essayer de le faire. Je ne dis pas que c'est facile, attention, je ne dis pas que c'est facile. Mais je dis que si personne ne fait ce travail de pédagogie et que si personne ne s'y met, on va rester dans l'homéopathie et on va avoir de très, très sérieux problèmes. La difficulté, c'est que le pays n'est pas prêt à entendre ça, en fait. C'est-à-dire que quand on voit que 5 euros d'APL ou que le 80 km/h ou l'autre 90 déclenche des gilets jaunes, supprimer 600 000 emplois de fonctionnaires, ça passe pas facilement. Mais parce qu'il faut Personne n'est expliquer d'accord. comment. Mais non, mais on peut pas Sylvain, expliquer comment. Mais si, il y a 1,2 million de fonctionnaires qui disparaissent de pays l'effectif Bon, mais pendant ça 5 s'éloigne ans. de notre sujet. Mais Vous non, savez c'est qu'on important. s'est entraîné Mais là-dessus. si, c'est important. Non, Il y a on revient millions sur de fonctionnaires qui quittent la fonction publique en 5 ans. Revenons. Donc on ne renouvelle pas la moitié des postes, c'est pas un Denis, problème. revenons sur, justement, avec En Marche, non, mais un c'est certain nombre d'entrepreneurs ont en fait été élus. Oui. Je pense par exemple au merveilleux Bruno Bonnel. Oui, je pense à Bruno. Voilà, Bruno. Oui. Alors Bruno, publiquement, évidemment, tout va très bien, la politique c'est formidable, j'avance, etc. À l'arrivée, en fait, mais justement, à l'arrivée, en fait, il s'est heurté au réel, à ce que décrivait Sylvain. Non, je pense qu'il y a des problèmes de personnalité. Attendez. C'est pas qu'une question, je suis entrepreneur, donc je vais effectivement pouvoir bouger l'intégralité des lignes, ou je suis homme politique, etc. C'est quand même effectivement beaucoup plus complexe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des hommes ou des femmes qui se saisissent d'un sujet et qui les font avancer. Un entrepreneur, à sa manière, a envie de changer le monde. C'est-à-dire que lorsqu'on est à la tête d'une entreprise, on œuvre pour l'intérêt général. Ce que certains politiques ont du mal à comprendre. Certains entrepreneurs... Je pense beaucoup d'entrepreneurs. C'est tellement difficile d'être entrepreneur qu'il faut vraiment avoir la foi. Et je pense qu'à sa manière, on change le monde et on essaie effectivement d'œuvrer pour l'intérêt général. Ce qui nous rapproche, d'une certaine manière, de l'homme politique. Tu as raison. Et la seule différence, c'est que l'homme politique met sa tête sur des affiches. Et ça, c'est très différent. C'est-à-dire qu'effectivement, à partir du moment où on a une notoriété dans les rues, c'est très différent. Et c'est ce qu'évoquait tout à l'heure Sylvain. On a un rôle qui est différent. Cela dit, lorsqu'on regarde l'Assemblée nationale aujourd'hui, il y a effectivement des très grands entrepreneurs qui ont eu cette force de se dire « Ok, moi aussi, je me jette dans l'arène ». Certains réussissent. Ils ont œuvré pour la loi Pacte, d'autres ont plus de frustration. Mais après, c'est des questions de personnalité. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que l'Assemblée nationale ne ressemble plus du tout à ce qu'elle était il y a une dizaine d'années où il y avait une majorité de hauts fonctionnaires. Et rien que ça, c'est une respiration. C'est un progrès. Bien sûr. Rien que ça, c'est un progrès. Attends, sur... Sylvain allait dire un truc et après, moi, j'ai une question à te poser. J'allais dire une chose un peu délicate. Ce que je disais à Denis tout à l'heure, c'est que on peut avoir de très bonnes idées, on peut vouloir faire de très bonnes choses, supprimer 600 000 postes de fonctionnaires, c'est une excellente idée. 620. Mais
620 000, il faut que les Français soient d'accord. La grande différence avec l'entreprise, c'est que le chef d'entreprise peut prendre des décisions sans avoir la majorité de ses salariés qui sont d'accord. L'homme politique ne peut pas. Et c'est la vraie différence, c'est que la démocratie empêche finalement l'homme politique de faire ce qu'il aimerait faire, qui est peut-être très bon pour le pays finalement. Le chef d'entreprise, lui, il a ce pouvoir de décider. Alors, il peut décider contre ses salariés, il peut vraiment décider contre eux. Les syndicats auront un mot à dire, mais il peut décider. C'est une grande différence. Et moi, je suis heureux d'être entrepreneur. Je n'ai pas cette frustration de vouloir faire des choses que je ne peux pas faire. Quand je veux faire quelque chose, je la fais. Ma conviction. Denis, la question. Je peux répondre, mais je vais répondre quand même. Mais vas-y. Oui, mais je répondrai aux deux. C'est ce que tu disais, aux deux points. Oui, voilà, tu répondras aux 2 points. Mettre sa tête sur une affiche. Ouais. Est-ce que c'est pas quand même quelque part le moteur aussi de ton truc? C'est-à-dire, tu as envie aussi de mettre ta tête sur une affiche. Non, pas du tout. Tu as envie d'être en première ligne. On ne peut pas dire ça parce que alors moi, et Isabelle peut en témoigner, à l'époque de nos citoyens, j'ai jamais été candidat à rien. Aux européennes, j'étais candidat à rien. J'ai jamais été candidat à rien. Moi, j'ai jamais voulu voir ma tête sur une affiche. Moi, j'ai fait ça pour l'intérêt général. Depuis 25 ans, Croissance Plus, j'ai passé 1 an et demi, j'ai passé la main après. Nous, citoyens, j'ai passé 1 an et demi, j'ai passé la main. Donc moi, j'ai jamais cherché à faire ça pour moi et pour avoir la tête sur l'affiche. Isabelle? Non, moi, j'y vais. Je pense que mettre sa tête sur l'affiche, c'est très Mais courageux. par contre, c'est important de le C'est faire. très courageux, mais est-ce que vous n'avez pas envie de mettre votre tête sur l'affiche? Non, pas du tout. Non, parce que vraiment pas. non, parce que alors les conséquences derrière, en plus. Moi, une des raisons pour lesquelles à un moment donné, j'ai décidé de lever le pied aussi, c'est que c'était très difficile à vivre pour la famille et pour des jeunes enfants en particulier. C'était un changement de vie profond auquel la famille n'était pas forcément prête à l'époque. C'est vrai. Et il y a 10 ans, c'était donc, encore rien par rapport à aujourd'hui. Oui, non, oui, mais c'est vrai, exactement. c'est vrai. Donc non. Alors ça, au contraire, c'est plutôt la contrainte. Moi, je le vois plutôt comme la contrainte du truc. D'accord. Je le vois comme la contrainte. Mais moi, j'y vais par conviction, parce que, pour répondre à Sylvain, maintenant, j'en profite, oui, bien sûr qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, évidemment, mais par contre, il faut convaincre les Français, et je pense qu'on peut parfaitement les convaincre que simplement ce travail de pédagogie, il n'est pas fait. Il n'est pas fait beaucoup, parce qu'effectivement, les politiques sont des gens qui n'ont pas l'expertise qu'on a, nous. Moi, quand je vois le fonctionnement de l'administration aujourd'hui, je vois tout de suite où ça ne va pas. Par exemple, quand on a un système de santé dans lequel le système privé coûte 30% moins cher que le système public, et le système public coûte 30% plus cher, sans raison valable, où on explique que c'est parce qu'il y a des étudiants à former, les étudiants ils sont payés 3 francs 6 sous, ils travaillent 60 heures par semaine, donc c'est pas ça qui explique que c'est 30% plus cher. Moi je vois tout de suite pourquoi ça va pas, je vois tout de suite que les ARS elles fonctionnent pas bien, que le système qui marche bien c'est le système de Saint-Joseph à Paris, hôpital privé à but non lucratif, avec des gens qui sont responsabilisés. Denis, tu le vois, mais enfin bon Dieu, donc je suis capable depuis d'expliquer. El Khomri, tu vois bien comment le pays réagit à chacune réforme un peu courageuse. Mais parce qu'ils ne font pas ce travail de pédagogie, parce que c'est pas leur truc. Faire. Parce que, en tout cas, j'essaierai. Il y a un point clé qu'évoquait effectivement tout à l'heure Sylvain. C'est-à-dire que les prises de position courageuses peuvent remettre en cause un mandat. Et lorsqu'on est carrière de politique, c'est un vrai sujet. Syndrome Schröder. Et c'est un vrai sujet. Et donc, quand vous n'avez que la politique, eh bien, c'est compliqué. Alors que lorsque vous avez une vie, que vous avez été médecin, notaire, profession libérale, chef d'entreprise, etc., vous êtes beaucoup plus détaché parce que vous avez une vie à côté. Et ce qui sclérose aujourd'hui la politique, je pense que c'est beaucoup ça. Quand vous avez un Gaudin qui reste là pendant 50 ans, 60 ans, quel que soit le bilan. Mais c'est pas normal. Il y a beaucoup d'hommes politiques qui étaient médecins. On en voit, il y a Juvin qui est là. Le ministre de la Santé. Il y en a beaucoup qui étaient médecins et ça ne les empêche pas d'être des hommes politiques comme les autres. Je ne parle pas de Je ne sais pas si les médecins sont des entrepreneurs, tu vois. Toute l'idée, c'est d'avoir une liberté par rapport au mandat. Si vous êtes accroché à votre mandat, tout à l'heure Stéphane me disait c'est du clientélisme. Mais si vous êtes accroché à votre mandat, vous arrivez à un moment donné, en plus vous êtes mal payé. C'est ça en plus. Il y a deux difficultés. C'est que vous ne gagnez pas bien votre vie. C'est vrai. Et qu'en plus, quand vous n'êtes plus élu, vous n'avez pas le chômage. C'est arrivé à un maire, je crois, socialiste dans les Rhône-Alpes, le pauvre. Il avait démissionné de son poste. Il a eu un mandat de maire. Après son mandat de maire, il n'a pas été réélu. Il n'avait même pas droit aux allocations chômage. Donc il y a un problème aujourd'hui de liberté et de relation par rapport à l'engagement politique.
qui sclérose le système et qui fait qu'aujourd'hui, on a des gens tout d'un coup qui vont voter. Alors, remarquez, là, on a Éric Zemmour qui est arrivé, qui n'a pas de parti politique, qui n'a pas été identifié parti. Qui a même édité son bouquin à compte d'auteur. Enfin, on en pense ce qu'on veut, mais il y a une démarche entrepreneuriale dans ce qu'il fait. Aucun doute. C'est parce qu'il s'est fait virer par son éditeur d'abord. Et alors, c'était pas prévu, mais très bien. Il y a combien d'entrepreneurs qui ont commencé parce qu'ils se sont fait virer par leur patron? Donc là, on va avoir de nouveau une présidentielle. On va avoir de nouveau une présidentielle avec des personnalités qui n'ont pas été repérées par des partis politiques et qui rentrent dans l'arène avec des idées, moi je ne suis pas d'accord avec toutes bien évidemment, mais avec des idées nouvelles qui semblent plaire à 15, 16, 17% de la population. Zemmour avait été identifié par Marine Le Pen aux européennes, et elle lui avait proposé la 3e place, donc il était quand même un peu identifié par certains. Mais c'est vrai qu'il va se retrouver candidat, son parti, à la Macron, puis c'est son modèle, Macron, pour l'élection. Mais ce que tu dis, Isabelle, ce que vous dites, si par exemple Macron n'avait pas eu en tête sa réélection, il aurait été beaucoup plus volontariste. C'est évident, c'est évident. C'est évident, c'est le syndrome Schröder. Il y a Gerhard Schröder qui a été battu pour avoir réformé l'Allemagne en profondeur. Ouais. Et ça s'est joué à peu de choses près, mais il a été battu. Le syndrome Schröder, ils ont tous ça en tête. Et moi, je pense que Macron, effectivement, a probablement été freiné dans son élan. Mais je pense qu'il est quand même d'une grande liberté, beaucoup plus que d'autres. Plus que les autres, quand même. Ouais. Et il y a eu quand même le Covid. Je veux dire, à un moment donné, on a eu quand même une période. La réforme des retraites, elle était morte avant le Covid. Oui, mais elle était morte avant le Covid. Elle était morte avant le Covid. On a eu quand même un mandat qui était très différent de tous les autres. Et c'est surtout non, mais c'est pas la bonne. Mais tu te rends compte, enfin, je veux dire, pardon, Denis, mais regarde, en termes d'efficacité de la dépense publique, etc., de justice, de tout ce qui t'anime, chaque euro cotisé donnera droit au même droit. Tu te dis, si tu ne peux pas mettre en place une telle réforme dans notre vieux pays, mais qu'est-ce que tu vas pouvoir faire, Stéphane, Denis? il l'a pas mis en place parce que c'était pas la bonne réforme. Il allait mettre la main sur des systèmes de retraite qui fonctionnaient très bien, d'un certain nombre de professions libérales qui géraient très bien leur La système de CIPAV retraite. notamment. Ouais. Mais oui, c'était Les 10 milliards de la CIPAV. Mais oui, c'était pas la bonne réforme. En tant que cotisant à la CIPAV, j'ai été très sensibilisé à cette histoire. C'était la réforme paramétrique qu'il fallait faire. C'était une réforme simple, passer à 65 ans, 44 ans de cotisation, ça aurait pas été facile. Mais là aussi, il fallait des gens qui n'avaient pas peur. Il fallait des gens qui n'étaient pas dans une logique de réélection. Il fallait dire, par exemple, et tu rachètes les régimes spéciaux. Même pas. Service minimum obligatoire dans tout. Non, même pas. Service minimum obligatoire dans tous les services publics. C'est tout. Mais on n'a pas le droit de fait. Ça t'empêche pas de pas avoir de train. Il n'y a pas de vrai service minimum obligatoire. Mais problème. Mais non, mais il n'y avait pas de sanction derrière. Mais non, il n'y avait pas la fermeté qui allait avec. Bon, vas-y, Sylvain, on arrive au bout. On ne peut C'était pas génial. enlever à Emmanuel Macron le fait d'avoir agi quand il fallait agir. Parce que quand on a pris le Covid en pleine figure, je peux vous dire qu'on est content d'avoir eu Emmanuel Macron comme président plutôt que certains autres. Non, mais avant. je pensais. Parce que quand j'entends encore Valérie Pécresse dire il a cramé la caisse, heureusement qu'il a cramé la caisse. Et c'est parce qu'il a cramé la caisse que le chômage est en bonne voie aujourd'hui. Elle lui reproche de continuer à cramer ça. Mais on n'est pas sorti du Covid. Non. Il fallait agir et je ne suis pas sûr qu'un autre président l'aurait fait. Il l'a fait. Il a sauvé beaucoup d'entreprises, dont la mienne certainement, dont beaucoup d'autres. Il a sauvé beaucoup de commerçants, il a sauvé beaucoup d'artisans, il a sauvé beaucoup de chômeurs finalement qui ont trouvé du boulot. Tu sais, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, non, moi je suis dans d'autres pays, aux Pays-Bas aussi. Non, mais juste un mot par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Il n'y a pas eu un effondrement, mais si les États-Unis ont sauvé plein Non, pas d'entreprises. du tout. Les États-Unis ont donné la sécurité sociale à tout le monde parce qu'ils ne l'avaient pas avant. Les gars, c'est pas. Non, c'est juste le sujet. Moi, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur l'État profond, la capacité de Bruno Le Maire à tordre le bras, c'était le sujet, c'est assumer l'effet d'aubaine. Ok, il va y avoir partout des effets d'aubaine, ce que l'administration ne supporte pas. Et la capacité de Bruno Le Maire à tordre le bras, pour le coup, à l'ensemble de ses administrations, milite pour l'idée, justement. C'est-à-dire, je ne sais pas si un entrepreneur, si quelqu'un qui ne connaissait pas intimement le fonctionnement de cet État profond aurait pu faire ce que Bruno Le Maire a fait. Bruno Le Maire a eu un deuxième avantage, c'est qu'il est resté 5 ans ministre de l'économie, ce qui n'est pas arrivé souvent. Parce mais ça, il change tout le temps. Je crois qu'il aurait aimé changer. Non, je ne suis pas sûr. En tout cas, il a eu 5 ans pour agir, comme Blanquer. C'est important d'avoir des ministres qui restent longtemps. En Allemagne, vous voyez que les ministres ne changent pas tous les 6 mois. Le ministre des Finances, il est resté là des années et des années. Et tu vas remonter à cheval, forcément. Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Moi, j'ai fait ce que je voulais faire. J'ai essayé de contribuer à ce que l'esprit du programme de Fillon
avec la réforme de l'État, soit dans le débat du Congrès. Il y a 2 candidats qui se battent dessus avec beaucoup d'énergie, Ciotti et Pécresse, et je suis très content. J'ai un tout petit peu contribué, je suis probablement pas le seul, mais j'ai un peu contribué. Quand j'ai annoncé mon programme le 16 octobre, dans les 2 jours, tous les 2 sont arrivés. Et donc je termine. Et donc aujourd'hui, moi je suis très content de redevenir l'entrepreneur dans la transition énergétique. Avant de rebasculer dans la réalisation. Mais elle avait une question, Isabelle. Ah, mais moi je Toi, pense t'es que... vacciné ou... Enfin, vacciné, pas pardon. du tout. Pas du tout. Je pense que... Tu peux remonter à cheval Bien si sûr. jamais l'occasion Mais se bien sûr. représente. Et je le ferai avec très grand plaisir. Et tu laisses, à ce moment-là, c'est quoi? C'est la parenthèse pour Retency, parce que tu es chef d'entreprise. Non, mais je me suis engagée auprès de Denis, j'étais avant Retency, donc ça a été vraiment une parenthèse. Et lorsque je me suis engagée avec Cédric Villani, parce que je pensais qu'il fallait absolument renouveler la municipalité à Paris, avec des gens nouveaux, je me suis effectivement mis en backup de mon entreprise. C'est essentiel. Et Sylvain, toi, tu n'y toucheras jamais. Ah non, ça, j'y toucherai jamais. C'est pas dans mon ADN. Non, mais moi, j'admire les gens qui le font, mais moi, je suis pas capable de le faire. Et il faut être. C'est extrêmement violent en plus. Non, mais on l'a bien compris. Non, mais ça, on l'a bien compris. On l'a bien Et compris. moi, j'ai pas du tout envie de cette violence. Les amis, merci infiniment pour ce débat. Merci et donc, beaucoup. on se retrouve évidemment très bientôt sur Bismart.